Je me présente, je suis un système de synthèse vocale. Je peux vous parler avec différentes voix. Homme, femme, grave, aigu, c'est à vous de choisir. Vous pouvez me retrouver dans de nombreux appareils, petits ou gros. Des appareils parlants, souvent très utiles pour les personnes handicapées visuelles, et qui leur apportent quelques grammes d'autonomie. Bonjour, il est actuellement 14 heures. Les solutions techniques adaptées au handicap visuel sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, on trouve environ 650 produits dans la boutique de l'association Valentin Haüy. Des produits dans lesquels les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes. On voit se développer de plus en plus de produits parlants parce que d'abord il y a eu beaucoup de progrès sur les synthèses vocales et puis maintenant même des produits qui ne sont pas forcément dédiés sont vocalisés, donc ça c'est une grande aide. Et puis également on voit que ça évolue très vite, c'est-à-dire que c'est finalement la technologie qui pousse aussi les fabricants de matériel adapté à développer des produits de plus en plus sophistiqués pour les déficients visuels. Parmi toutes ces nouveautés, le plus difficile est parfois de faire un choix. C'est à partir de ce constat que l'association Valentin Haüy a créé le CERTAM, Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour aveugles et malvoyants. Ce service est dirigé par Fernando Pinto da Silva et très souvent, il invite des bénévoles à donner leur avis sur de nouveaux produits. Aujourd'hui, Linda essaye un appareil destiné aux malvoyants. C'est une loupe de poche électronique et elle sert à agrandir les caractères. Voilà, on positionne sur une ligne et après on le déplace pour suivre ce qu'on veut lire. Vous voyez, et c'est utile puisque, par exemple, entre autres pour les magasins, mais même pour une lecture d'un article, puisque moi, par exemple, un article tel quel comme ça, je vais m'user les yeux à le lire, alors qu'avec cet appareil, ça me permet de pouvoir lire n'importe quelle revue, journaux, des prix dans des magasins, de pouvoir être plus autonome aussi. C'est aussi à ça que ça sert. Si des fiches sont faites et si on examine aussi les produits, c'est justement pour que la personne qui va acheter le produit soit la plus informée possible de ce que le produit peut faire. La vraie tendance, ça a été l'amélioration de la qualité des synthèses vocales. Puisqu'il y a 10 ans, on avait des moteurs de synthèse qui étaient corrects, mais avec des voix très nasales, très mécaniques. De grandes firmes ont travaillé sur la qualité de leur synthèse pour offrir un confort d'utilisation. Exemple, à la médiathèque de l'AVH, le logiciel VocalPress permet aux abonnés de lire plusieurs titres de la presse quotidienne le jour même de leur parution. Voilà, l'ordinateur il va tout seul. Bonjour et bienvenue dans VocalPress version 2.0. Écoutez une publication. L'Équipe, 27 juillet 2009. Donc on a l'Équipe en premier lieu. Le Monde, 25 juillet 2009. Le Parisien, Paris, 27 juillet 2009. Alors allons par exemple dans le Parisien. Chargement en cours. Vous écoutez le Parisien, Paris, 27 C'est en général Céline qui accueille les abonnés. On leur demande, nous, dans la mesure du possible, de réserver leur place à l'avance pour être sûr qu'elle puisse être disponible au moment où ils arrivent. S'il n'y a personne, quand ils sont là, on peut la leur réserver au pied levé si elle n'est pas déjà prise. Et effectivement, pour eux, ça permet de lire ces 3 quotidiens. Ils peuvent également avoir ce logiciel chez eux. Là, nous, on le propose en tant que médiathèque, mais c'est un logiciel auquel on peut s'abonner chez soi. En choisissant les titres, la médiathèque a fait le choix ici de l'Équipe, du Parisien et du Monde, mais il y a plus de titres que ça. C'est au même prix qu'un abonnement de journal en version papier. Quittez VocalPress. Bouton oui. VocalPress est maintenant fermé. À bientôt. Chapitre 1. Colin terminait sa toilette. Il s'était enveloppé au sortir du bain d'une ample serviette de tissu bouclé dont seules ses jambes et son dos... Mais les aveugles et malvoyants peuvent aussi avoir accès à des revues ou à des livres qui leur sont lus par des voix humaines. Le GIAA, groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, produit ainsi depuis 2005 des ouvrages au format DAISY. Ce système, qui permet au lecteur de se repérer dans le texte comme s'il feuilletait les pages d'un livre, a d'abord utilisé le CD comme support d'enregistrement. Nous produisons à peu près 60 à 70 CD par mois et nous éditons également 17 revues, dont 15 sont lues par voix humaine et 2 sont lues en synthèse vocale. Donc je prends le CD, on l'insère dans le lecteur DAISY
et la lecture va se lancer automatiquement. Sélection hebdomadaire du monde. Pierre utilise beaucoup l'informatique au quotidien, mais lorsqu'il veut lire simplement pour se détendre, il préfère utiliser son lecteur Victor plutôt qu'un ordinateur. Alors en fait, on a accès au sommaire, mais on a également accès à des fonctionnalités de navigation à l'intérieur de la revue. Probablement. Revanche contre le mépris de l'homme noir et donc de l'Africain, le triomphe du sénateur. Donc là, il s'agit d'un article sur Barack Obama. Après, si je désire aller à une page qui m'intéresse en particulier, je peux le faire. Allez à la page 46, titre 49. En Seine-Saint-Denis, les tirs de mortier, entre guillemets, s'invitent au 14 juillet. Si ça m'intéresse, je peux mettre ce qu'on appelle un signet. Allez au signet, insérer un signet. Donc voilà, donc là j'ai inséré un signet, je signet valide. 1, inséré. C'est le signet 1. Bronner, paru mercredi. Et plus tard, je pourrai revenir exactement à cet endroit-là pour retrouver l'information qui m'intéresse. Vous pouvez accéder à ces enregistrements vocaux en vous connectant à un ordinateur. Veuillez noter Ce sont les nouveaux appareils de lecture DAISY. C'est-à-dire que pendant quelques années, on était sur des produits qui lisaient des CD DAISY. Maintenant, le CD fait place aux cartes. On a donc une carte SD, en l'occurrence, ça c'est une carte SD de 16 Go. Là-dessus, je peux caser l'équivalent de 100 livres DAISY, insérer ma carte dans ce boîtier et partir avec 100 livres en poche, et en sachant que les 100 livres tiennent dans cet appareil et que je peux les lire n'importe où avec le haut-parleur ou avec un casque branché, et que j'embarque en plus des fonctionnalités supplémentaires en fait. Hélène, qui travaille à la médiathèque de l'AVH, est aussi à titre personnel utilisatrice de livres au format DAISY. Là, j'arrive dans la liste des livres, j'ai le premier livre, Anna et son orchestre. Elle a fait le choix de les consulter à partir de son téléphone mobile. Ça facilite aussi toujours le fait de pouvoir souvent faire plusieurs choses en même temps. Aussi, moi, mon téléphone portable, c'est facile, je l'ai toujours dans ma poche, et je m'installe dans la cuisine pour éplucher des légumes. Je peux sortir mon téléphone portable, je mets mon livre en route. J'ai pas besoin d'aller chercher le lecteur de CD, etc. Eh oui, dit Julia en vidant le marc d'une cafetière italienne dans une poubelle à pédales remplie à rapport. Ça nous facilite la vie au quotidien, ça diminue souvent l'aide humaine qu'on peut demander. Oui, puis c'est des appareils de plus en plus conviviaux. C'est de plus en plus facile aussi de prendre les appareils en main. C'est pas comme le tout premier ordinateur où il faut vraiment apprendre à se servir, à comprendre toute la logique de fonctionnement de l'ordinateur. Une fois qu'on a utilisé 2-3 logiciels, le quatrième c'est un peu intuitif, quoi. On comprend comment s'en servir. Là, pour un logiciel comme ça, il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour apprendre à s'en servir. On navigue un petit peu dans les menus, on repère les fonctions et puis on apprend tout seul. Sur ces 5-10 dernières années, ce qui a vraiment révolutionné l'accès à l'information pour les déficients visuels, qu'ils soient mal ou non-voyants, ça a été l'Internet, en fait. Déjà pour repartir de là, sans en parler trop longtemps, parce que je pense que ça a été un impact foudroyant chez les personnes voyantes aussi, donc on peut facilement imaginer l'impact que ça a eu. Mais chez les malvoyants et non-voyants, ça a été encore plus fort parce que c'était la possibilité pour nous d'accéder à des tas de choses qui existent sur support papier auxquelles nous, on n'avait pas accès du tout. Accessibilité sous mode, communication sous mode, assistance, fermeture des menus, bouton démarrer, appuyez sur entrée pour l'activer, connexion réseau, vue de liste. Stéphane Hague est professeur d'informatique à l'Institut national des jeunes aveugles. Sur un ordinateur, il sait tout faire, souvent mieux et plus vite que bien des utilisateurs voyants. Mais cela ne l'empêche pas d'être conscient des difficultés que doivent affronter les personnes handicapées visuelles lorsqu'elles utilisent Internet. L'informatique nous apporte une autonomie extraordinaire. À partir du moment où on a les bases, où on est un petit peu passionné aussi et où on veut cette autonomie, virtuellement, on peut tout faire pratiquement. Par contre, j'aimerais aller à l'encontre d'une idée reçue qui tente à faire croire que la navigation sur Internet est extrêmement aisée. Il n'en est rien, bien au contraire. La navigation sur Internet fait appel à des processus extrêmement complexes qui nécessitent encore plus qu'ailleurs une capacité d'abstraction, une bonne capacité d'interprétation et une bonne logique. Avec Internet intervient un autre paramètre
celui de l'accessibilité des sites web. Un site web peut ne pas être accessible à partir du moment où il a été mal conçu par ses développeurs. Il y a aujourd'hui des normes d'accessibilité pour les différents handicaps qui sont en France reprises par l'association BrailleNet et qui sont clairement définies dans une charte et dans des documents bien précis. Si ces normes ne sont pas respectées, un site est dit inaccessible ou peu accessible en fonction de la difficulté de navigation qu'on peut rencontrer. Teresa reconnaît qu'elle a parfois besoin de l'aide d'une personne voyante pour utiliser Internet. Mais c'est un outil dont elle ne pourrait plus se passer. Moi, j'ai besoin de faire une recette de cuisine. Je cherche sur Internet une recette et ensuite, je la suis. Donc, je fais la navette entre ma cuisine et mon ordinateur pour faire ma recette, par exemple. L'ordinateur, il me sert aussi à gérer mon compte bancaire. Ça me sert aussi à chercher une adresse sur Internet. Ça m'aide à faire mes courses. Bon, c'est vrai que les sites, ils sont pas forcément très très accessibles. Il faut s'armer de patience pour faire ses courses. Ça, faut être clair, quoi. Donc là, il y a plein de recettes. Là. J'utilise surtout la synthèse vocale. Et quand on est sur des sites et qu'on n'accède pas avec la synthèse vocale, on se rattrape au braille pour voir si ça s'affiche. Il faut savoir que si vous ne pratiquez qu'à travers le vocal, eh bien vous perdez plein de choses. Quand je vais avoir besoin de lire quelque chose rapidement, je vais recourir au vocal. Dans cette société, on est surabondé d'informations, d'emails dont il faut prendre connaissance, parce que si on n'en prend pas connaissance, eh bien, on est de fait marginalisé par rapport à ses collègues. Ça doit se lire rapidement. On peut procéder par une lecture vocale. Par contre, quand il s'agit de lire un document qui demande de la concentration, qui demande la compréhension de différentes étapes, dans un texte littéraire, par exemple, qui va demander la compréhension du sens, eh bien, moi, je recours au braille, j'ai l'orthographe, j'ai les ponctuations. On imagine mal la lecture d'un texte vocalement avec toutes les ponctuations prononcées. Ça dénature complètement le texte. Donc ici, on a des blocs-notes. Alors, qu'est-ce qu'un bloc-notes braille ? C'est un appareil qui permet aux déficients visuels, enfin aux non-voyants en général, de prendre des notes, comme son nom l'indique. C'est un petit peu l'équivalent d'un PDA. On voit que la taille n'est pas forcément celle d'un PDA pour les voyants. On a par exemple ici l'Iris, qui donc présente la particularité d'avoir un éditeur, une calculatrice, un agenda, plutôt orienté scolaire en définitive, avec des solutions pour écrire des mathématiques lorsqu'on doit rendre des devoirs, des choses comme ça. La possibilité aussi de traiter de la musique en interne. C'est vraiment une spécificité de ce matériel que d'être plutôt orienté scolaire avec des modules pour les mathématiques et la musique en braille. Mais ces blocs-notes très sophistiqués ne sont pas encore utilisés par tous. Dans cette classe de seconde, par exemple, les élèves braillistes prennent leurs notes sur des machines Perkins. Un outil très utile, mais qui n'appartient pas vraiment au domaine des nouvelles technologies. À l'INJA, avec nos élèves, nous allons peu à peu utiliser les blocs-notes pour leurs cours, pour diverses raisons, mais je dis peu à peu parce qu'il faut budgétiser, et ça sera à moyen terme. Tout au long de l'année, nous ne pouvons pas acheter, on va dire en gros pour 70 élèves, on ne peut pas acheter 70 blocs-notes à 12 000 € chacun. Au niveau du budget, il faut planifier. Il faut compter au moins 1 500 € pour un logiciel de synthèse vocale et de 4 à 13 000 € pour une plage tactile braille. De manière générale, les aides techniques ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Pour pouvoir se les offrir, le seul moyen est souvent de chercher à obtenir des aides publiques. Odile Sulmona est assistante sociale et une partie de son travail consiste à aider les personnes handicapées visuelles dans cette démarche. Une personne qui veut faire l'acquisition
de matériel spécialisé, une personne déficiente visuelle peut faire appel à des aides via la maison départementale des personnes handicapées. Et ceux qui peuvent y prétendre faire un dossier de prestation de compensation du handicap, qui donc cette prestation comporte plusieurs volets, dont un volet aide technique, mais qui pour les personnes déficientes visuelles est plafonné à 3 960 € pour une période de 3 ans. À 50 mètres, tournez à gauche et ensuite vous arrivez à destination dans... Après, je lui ai demandé quels étaient les restaurants à proximité et j'ai pris le premier de la liste puisqu'il me les classe par distance. Donc je sais que le premier de la liste est forcément le plus proche. Donc j'ai validé dessus, il a calculé le trajet pour qu'on s'y rende et donc là je vais me mettre en mouvement et on va voir comment le GPS va me guider maintenant. Vous êtes maintenant à destination. On a une technologie qui est intéressante, qui peut aider les gens à se déplacer, mais qui vous amènera pas systématiquement au point donné au mètre près. C'est vrai qu'il peut y avoir un décalage de 10, 20 mètres, 30 parfois, et à certains moments, ça peut être pile poil là où on a décidé d'aller. Après, c'est la technologie du GPS elle-même qui fait que voilà, on est basé sur des satellites, sur des choses qui sont plus ou moins instables et avec une précision plus ou moins forte. Mais ça, je dirais que les utilisateurs de GPS, qu'ils soient voyants ou non-voyants, ont les mêmes difficultés en général. Je suis Aziz Zegaghi, je travaille au CNRS au laboratoire Aimé Coton. Nous travaillons principalement sur la canne blanche électronique et ma fonction c'est de faire le lien entre la recherche et les utilisateurs. C'est un laser qui mesure la distance sur 12 mètres et qui répartit chaque distance par des notes musicales. Donc il y a 32 notes musicales, aigu étant l'obstacle le plus proche et grave l'obstacle éloigné. Donc en fait l'appareil est fixé sur la canne et il accompagne le balayage de la canne et ainsi on a une vision en 3D mais sonore de l'environnement, puisque en balayant on connaît la largeur de l'obstacle. On peut aussi avoir donc, la distance, puisque si c'est une note grave, on sait que l'obstacle est loin. Et aussi la hauteur, puisqu'on peut aussi avoir un balayage vertical qui permet justement de voir si c'est un obstacle haut ou pas. Il existe aussi un autre système capable de s'adapter sur une canne. C'est le tome-pouce. Il ne produit pas de son, mais des vibrations. Le tome-pouce, c'est un petit boîtier carré avec deux capteurs, un vers le haut et un vers le bas, qui offre une protection de la largeur des épaules et des genoux jusqu'au-dessus de la tête. Et il permet en fait une protection faciale jusqu'à 3 mètres. Et en fait c'est un vibreur qu'on a au doigt qui va donner l'alerte qu'il y a un obstacle. Le but du jeu c'est de contourner cet obstacle et de chercher le silence pour pouvoir continuer sans heurts. En fait, il y a un public pour le chien et il y a un public pour la canne électronique. Parce que bon, le chien, il faut aussi lui faire une vraie place dans la vie quand même. C'est pas qu'un objet, enfin c'est pas qu'un instrument entre guillemets, hein. C'est pas qu'un instrument de locomotion. C'est aussi une vie, il faut s'en occuper, il faut lui consacrer le temps nécessaire pour qu'il se décompresse aussi. Et est-ce qu'on est prêt à ça? Bon, si on est prêt à ça, autant prendre le chien, oui, c'est clair. En revanche, un appareil comme celui-ci, tout ce qu'il a besoin, c'est de piles et un peu de soin, quoi. Voilà. En 2009, le concours Lépine a récompensé un petit appareil nommé Easy Metro. Son but est de permettre aux usagers du métro parisien de préparer leur itinéraire. L'idée de le rendre utilisable aux aveugles et malvoyants a été présente dès le début de sa conception. Pour autant, il est aussi destiné à toutes les personnes, touristes ou voyageurs occasionnels, qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas utiliser un plan sur papier. Prenez la ligne 8 en direction de Créteil après 3 stations.
On a repris l'ergonomie, on va dire, d'un téléphone mobile avec des grosses touches. Je tape les premières lettres, le système reconnaît la station de départ, reconnaît ensuite la station d'arrivée et lui calcule immédiatement l'itinéraire le plus court. Et l'itinéraire s'affiche sur un petit écran, mais également et bien sûr restitué vocalement. Descendez station Trocadéro, vous êtes arrivé. Votre temps de parcours sera de 15 minutes. Notre cible, ce sont les gens justement qui ne sont pas technophiles, qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui ont besoin aussi de se déplacer et donc qui ont besoin d'aide. Donc c'est vraiment un service. Nous, le boîtier, en fait, c'est une boîte qui parle, mais l'objectif, c'est vraiment d'apporter un service. C'est effectivement l'idéal d'avoir un seul produit qui fait tout. Mais il y a quand même maintenant des analyses, des études qui montrent qu'il y a des limites. C'est un peu comme le lave-vaisselle à 25 programmes. On en est un peu revenu parce que finalement, on en a besoin de 2 ou 3 et puis c'est tout. Donc moi, ce que je me dis, c'est que là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur les besoins des gens. On n'a pas tous les mêmes besoins. Au quotidien, nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est que lorsqu'on se balade en ayant dans sa poche la télécommande pour déclencher les feux rouges à l'extérieur, le téléphone mobile avec la synthèse vocale adaptée, le bloc-notes braille pour prendre des notes, le lecteur DAISY pour pouvoir écouter des livres, le récepteur GPS et le PDA qui fait GPS, ça fait beaucoup et qu'à force, on devrait presque commencer à prendre l'habitude de se déplacer avec une brouette. Mais il y a aussi, et ça il ne faut pas les oublier, beaucoup de gens qui veulent se mettre aux nouvelles technologies pour une raison précise, mais qui ne veulent pas avoir à manipuler un outil avec 46 000 boutons. Et là, je pense qu'il y a matière à ce que chacun ait un produit qui lui soit adapté. En juin 2009, le Congrès international sur la déficience visuelle a réuni en région parisienne près de 300 participants venus de 32 pays. L'utilisation des nouvelles technologies y a été largement abordée, notamment pour le rôle central qu'elles jouent dans l'accès à l'information et à la connaissance. Mais pour Thierry Jam, responsable de l'accessibilité à la Fédération des aveugles de France, ces nouvelles technologies devraient aussi, dans un futur proche, apporter encore plus de services dans la vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes, aussi bien à leur domicile que dans les rues des villes. Il faut travailler sur le maintien à domicile. Donc le maintien à domicile va passer, pour l'action auquel nous participons, l'appartement intelligent, ce sont l'installation de caméras dans chaque pièce, en réseau fermé, et j'interroge mon système. Où ai-je posé la télécommande ? J'ai perdu la télécommande et le système me répond sur la table basse à gauche côté fenêtre. Où je demande au système de programmer le lave-linge sur 40 en demi-charge. Où je demande au système, quelqu'un tape à ma porte, le système reconnaît la personne, me dit c'est votre kiné, ou me dit quelle personne inconnue, demande à la personne de décliner son identité, la prend en photo, donc sécurise, et me demande l'autorisation d'ouvrir la porte ou pas. Et le projet Paname, qui est un projet complémentaire, il y a 1 kilomètre de voirie mis à disposition par la mairie de Paris, autour de l'Institut de la Vision à Bastille. Sur cette portion de voirie, différentes sociétés testeront en vraie grandeur des solutions techniques adaptées aux personnes handicapées visuelles. Des systèmes de communication sans fil intégrés au mobilier urbain pourraient par exemple répondre à des questions telles que « Où suis-je ? Qu'y a-t-il autour de moi ?» Nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'information. Dès qu'on rentre dans une rue, on ne sait pas dans quelle rue on rentre. L'information, si je ne la demande pas au piéton qui passe à côté de moi, je ne saurai jamais dans quelle rue je suis. On peut très bien imaginer demain une balise RFID à l'entrée de la rue, j'interroge le système, ça me dit vous êtes rue Charenton. Donc la technologie aujourd'hui existe. Simplement, il faut pouvoir la mettre en musique et l'implanter, la faire tester et puis faire rencontrer des grosses sociétés et des toutes petites sociétés qui ont des idées pour croiser et marier leurs idées pour qu'elles puissent avancer, faire avancer la déficience visuelle. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'association Valentin Haüy au 01 44 49 27 27, www.avh.asso.fr, l'association Voir Ensemble 01 53 86 0000, www.voirensemble.asso.fr, la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France 01 44 42 91 91, www.faf.asso.fr, l'association Braillenet, www.braillenet.org.
Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets, ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Auteur-réalisateur Philippe d'Horizon. Producteur délégué Philippe Muller. Avec la participation du Centre national de la cinématographie, avec le soutien de l'AVH, Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, et de la Fédération des aveugles de France. France Télévisions, Pôle documentaire, Pierre Bloch de Friberg, Carlos Pinsky, Hervé Guérin, Philippe Lemort, Valérie Verdier-Ferré. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.